Et notre invitée ce soir est Éléonore Carrois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre déléguée en charge de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, on va revenir sur les dossiers brûlants du moment. Ils sont très nombreux. Un mot tout d'abord sur les commémorations qui se sont déroulées aujourd'hui en Suisse en hommage aux victimes de Crans-Montana. On rappelle que 9 Français ont été tués dans cet incendie. Le président Emmanuel Macron était présent. Vous y étiez également. Absolument, je viens de rentrer de Crans-Montana où nous étions avec le président de la République et le ministre délégué en charge de l'Europe. Moi, j'y étais en ma qualité de ministre délégué en charge des Français de l'étranger parce que la Suisse, et la Suisse romande en particulier, abrite la plus grande communauté des Français de l'étranger et que ce drame, cette tragédie a bouleversé toute notre communauté et bien au-delà évidemment des frontières suisses. Et puis il se trouve en plus que je suis franco-suisse et que ce drame me touche tout particulièrement. On l'a rappelé un peu plus tôt dans ce journal, le couple de gérants du bar incendié est français et ils font l'objet d'une enquête pénale en Suisse. L'un d'eux a été placé en détention préventive aujourd'hui car la justice évoque un risque de fuite. Est-ce que ça vous paraît justifié ? Écoutez, je ne vais pas commenter une enquête pénale, d'autant que je n'ai pas tous les éléments, mais ce que je peux vous dire, c'est que la France a été aux côtés de la Suisse dès les premières heures, s'est mobilisée avec une célérité que je tiens à saluer de la part de tous nos agents. Et d'ailleurs, en interministériel, le Quai d'Orsay était évidemment présent et je salue le travail de notre consul général à Genève et de toutes ses équipes, mais aussi les équipes sanitaires. Nous avons accueilli dans les hôpitaux français 19 grands brûlés avec une nécessité de soins très importante et que nous serons évidemment aux côtés aussi des autorités suisses dans l'enquête et à chaque fois qu'ils nous le demanderont pour que toute la lumière puisse être faite sur les causes de cet incendie pour répondre aux familles des victimes, aux parents qui étaient là aujourd'hui et auxquels je voudrais dire encore une fois toute ma solidarité. On va passer à la suite, au reste de l'actualité. Il y a aussi le Venezuela, une semaine quasiment après la chute de Nicolás Maduro. Comment évolue la situation et surtout la protection des Français sur place ? Alors, nous avons une communauté française sur place réduite. Nous avons 2052 Français inscrits au registre, peut-être davantage, mais en tout cas, je les appelle à s'inscrire parce que la situation est aujourd'hui revenue au calme, mais il y a une grande incertitude sur l'évolution de la situation. Ils ont été surpris, choqués même par l'intervention militaire américaine. Ils sont aujourd'hui dans une attente. Ils voient que les choses évoluent. Le lycée français, le Colegio Franco-Venezolano, est resté fermé pendant toute la semaine. Il devrait réouvrir lundi. La plupart des personnes, des Français, mais aussi des Vénézuéliens, sont en télétravail ou essayent de limiter un peu leurs déplacements, en tout cas la nuit. Et donc ce calme est aussi une montre d'attente. Il y a un certain espoir de voir un changement de régime. Certains prisonniers politiques ont été libérés, mais il y a beaucoup d'incertitudes encore à ce stade. L'autre dossier brûlant qui a occupé les chancelleries occidentales ces derniers jours, c'est évidemment le Groenland. Donald Trump affirme vouloir annexer ce territoire danois et dit étudier plusieurs options, y compris militaires. Que feront la France et l'Union européenne si Donald Trump décide d'annexer demain le Groenland ? Écoutez, moi, je ne vais pas faire de politique fiction à ce stade, mais ce que Mais je c'est peux vous dire... une possibilité, une probabilité. En tout cas, il y a évidemment toutes les possibilités qui sont sur la table. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas me prononcer sur quelque chose qui n'existe pas, mais ce que je peux vous dire, c'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est que le Groenland n'est ni à vendre ni à prendre. Vous rappelez aussi ce qu'a dit la première ministre danoise, qui est évidemment très attachée au Groenland, au destin des Groenlandais. Et puis vous dire qu'évidemment, il y a eu une déclaration conjointe de nombreux pays européens qui réaffirment la souveraineté du Groenland et du Danemark sur ce territoire. On comprend que c'est un exercice très difficile pour la France et l'Union européenne de vouloir montrer ses muscles sans froisser l'imprévisible locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Est-ce qu'un envoi, par exemple, de troupes européennes sur le Groenland est actuellement en réflexion ? Aujourd'hui, la question n'est pas de montrer ses muscles ou de satisfaire ou pas le locataire de la Maison-Blanche. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de répondre aux crises et puis surtout d'être en anticipation et puis surtout de répondre de manière multilatérale aux crises qui existent. Et c'est ce qu'on a fait notamment dans la coalition des volontaires qui a été mise en place il y a un tout petit peu plus d'un an et qui s'est réunie cette semaine à Paris pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine est sur le continent européen et que la sécurité de l'Ukraine de la sécurité de l'Ukraine dépend la sécurité du continent européen. Et on a vu comment ce format inédit, parce qu'on dit beaucoup le multilatéralisme aujourd'hui ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il faut le repenser, ce format inédit et définitivement multilatéral montre qu'on peut avancer ensemble et puis rallier, y compris les États-Unis qui étaient présents aussi à Paris.
On va reparler évidemment de l'Ukraine. Je voudrais d'abord vous faire réagir à ce qu'a déclaré aujourd'hui Jacques Attali dans Les Échos. Jacques Attali, c'est un écrivain et essayiste qui connaît bien Emmanuel Macron pour avoir travaillé avec lui. Et voilà ce qu'il écrit. Les Européens cèdent en tout à Donald Trump pour avoir son soutien dans la mise en place d'un accord durable permettant de sauver l'Ukraine. Ils s'abstiennent de toute représaille commerciale, de toute sanction digitale, comme de toute défense crédible de l'intégrité du Groenland. On peut comprendre le calcul. Si l'Ukraine tombe, c'est l'Europe tout entière qui sera ensuite menacée d'une invasion russe. Cependant, en agissant ainsi, les Européens ne sauveront pas l'Ukraine et ils perdront le Groenland, puis ils se perdront eux-mêmes. Voilà, c'est la prophétie de Jacques Attali. Comment on peut tenir tête aux États-Unis sans en faire son ennemi ? Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde de grands bouleversements, que des choses qui semblaient être une évidence sont remises en cause, que nos alliés historiques sont en train d'adopter des positions qui, comme nous l'avons dit très clairement, contreviennent au droit international, à la Charte des Nations Unies. Donc, à partir du moment où on se situe dans cette logique-là, il faut être dans l'action, il ne faut pas être dans la réaction et encore moins dans le commentaire. Et être dans l'action, ça veut dire justement aller chercher des pays qui pensent comme nous, qui ont envie d'agir comme nous, qui ont une puissance aussi comme nous. Il n'est pas question de céder ou de ne pas céder, il est question de se défendre et de défendre ses intérêts. Et la question d'une véritable souveraineté européenne, y compris sur le plan militaire, est une idée que la France défend de longue date. Évidemment, on ne va pas la défendre toute seule, mais on voit bien aujourd'hui que d'autres pays qui étaient peut-être moins convaincus par cette idée de souveraineté européenne nous rejoignent sur ce plan-là de manière vraiment déterminée parce qu'il en va de la sécurité du continent européen. Donc la France compte ses alliés aujourd'hui ? En tout cas, la France rassemble ses alliés et ils sont nombreux et on les a vus à la coalition des volontaires et on voit que ça mène à un certain nombre d'actions décisives. Et je pense qu'il ne faut pas être ni dans le fatalisme, ni dans la sidération, ni dans l'observation du monde qui nous entoure, mais dans l'action, dans une action qui est lucide aussi par rapport aux équilibres qui sont aujourd'hui en force, une action qui est lucide aussi sur les avancées, les bouleversements qui ont lieu et qui parfois nous surprennent. Mais en tout cas, il faut pouvoir réaffirmer non seulement sa souveraineté, mais aussi ses valeurs, et c'est ce que nous faisons. La guerre en Ukraine, on y vient, elle est toujours au centre des discussions internationales. Vous l'avez dit, une réunion de la coalition des volontaires s'est tenue à Paris mardi, en présence de Volodymyr Zelensky et des émissaires américains. Est-ce que, à votre sens, on se rapproche vraiment d'un cessez-le-feu en ce moment ? En tout cas, on voit qu'on a des progrès qui sont faits et qu'on a les États-Unis qui adhèrent à la question de des garanties de sécurité. Et ça, c'est essentiel parce qu'on a eu des paix signées par la Russie qui ont été violées. Et donc, il faut évidemment que nous puissions garantir que des conditions de sécurité soient mises en place pour l'Ukraine et puis pour le continent européen plus largement. Mais les États-Unis, ils y adhèrent à quel prix, justement, au prix du Groenland ? Ce n'est pas du tout les discussions qui ont lieu en ce moment. Un dernier sujet, c'est le Mercosur. Ce matin, les États européens ont donné leur feu vert à la signature de l'accord, malgré l'opposition de la France. Les agriculteurs français, on l'a vu, sont en colère. La France est mise en minorité. Est-ce qu'il y a un sentiment d'échec et d'impuissance au sein de votre gouvernement actuellement ? C'est un dossier que je connais très bien parce qu'avant d'être membre du gouvernement, j'étais députée des Français qui vivent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et j'ai eu l'occasion de me rendre à de nombreuses reprises dans les différents pays du Mercosur. Il se trouve que si le traité entre l'Union européenne et le Mercosur n'est pas entré en vigueur en 2019 quand il avait été signé initialement, c'est parce que la France y était opposée, parce que la copie qui était à ce moment-là sur la table n'avait ni clause de sauvegarde, ni garantie environnementale, ni protection pour nos agriculteurs et qu'il était dès lors inacceptable. Depuis, nous avons éminemment travaillé sur le sujet avec nos partenaires latino-américains, avec la Commission européenne, et de nombreuses avancées ont été faites. Il y a notamment une clause de sauvegarde qui fait que si les prix augmentent de 5% pendant 3 ans, on arrête justement les importations. Donc il y a vraiment des avancées, mais ces avancées sont aujourd'hui insuffisantes. Et puis surtout, vous avez une classe politique unanime en France pour dire qu'ils ne veulent pas du traité du Mercosur. C'est la raison pour laquelle la France a voté contre ce traité, mais aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. Aujourd'hui, il va devoir passer devant le Parlement européen. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les partis politiques ici en France, notamment le Parti socialiste ou les Républicains ou même les autres, qui aujourd'hui s'opposent à ce traité, mais dont les formations politiques au sein du Parlement européen votent plutôt pour le traité du Mercosur. Il va falloir qu'il y ait une sorte de cohérence aussi politique de la part des différents acteurs. À propos de la classe politique française, justement, le Rassemblement national et la France insoumise ont annoncé le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ils dénoncent l'hypocrisie de la position française sur l'accord Union européenne-Mercosur. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur réponds qu'ils n'ont pas l'intérêt de la France au cœur, qu'ils ne sont pas patriotes. En réalité, on voit bien que le gouvernement a écouté les débats parlementaires. Il y a eu 3 débats sur le Mercosur à l'Assemblée nationale, que le gouvernement fait justement ce que les représentations nationales lui demandent en refusant de signer cet accord, et que justement, il y a encore de nombreuses étapes, et que même si cet accord devait entrer en vigueur, ce qui, on l'espère, ne sera pas le cas parce que justement le gouvernement se bat pour que ça ne soit pas le cas, eh bien, il serait déjà dans une version nettement meilleure et avec des conditions en plus, notamment par rapport à la PAC qui a été préservée pour nos agricultrices et nos agriculteurs du fait de ce gouvernement. Alors on voit bien qu'il y a une vaste hypocrisie de la part de LFI et du Rassemblement national à vouloir censurer sans rien proposer. Merci beaucoup Éléonore Carrois d'être venue sur le plateau de France 24. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée en charge de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger.